on se retrouve pour un petit bilan lecture. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Pourquoi ce lieu de tournage? Parce que il fait un temps pourri partout en France et chez moi aussi en province. Donc je suis obligée de choper de la lumière où il y en a et voilà le pourquoi du comment. Le temps est en accord avec mes lectures puisque le point lecture que je vais vous présenter n'est pas folichon, il y a beaucoup de déceptions, pas mal de négativité, je suis désolée, mais j'ai fait le choix de vous parler de toutes mes lectures et du coup, en avant Guingamp comme on dit. On y va tout de suite sans plus tarder. La première lecture que j'ai lue, donc c'est à peu près au mois de mai, ce fut donc Beignets de tomates vertes que je n'ai plus actuellement, vous vous en doutez, je m'en suis débarrassée, de Fanny Flagg, voilà, ça m'a échappé. Je l'ai prêté à ma mère actuellement. Je me suis fait avoir puisque j'ai acheté les 2 tomes et je n'ai pas du tout aimé Beignets de tomates vertes, donc peut-être que je lirai le tome 2 l'année prochaine ou dans quelques années. On l'a testé, on l'a pas aimé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Beignets de tomates vertes, déjà de quoi ça parle? On est donc en Alabama, nous sommes au présent en 1986. Je crois que c'est notre personnage, c'est Evelyn qui va à la maison de retraite pour voir sa belle-mère et elle rencontre donc souvent dans le hall une Nini, je crois, Virginie ou Virginia, qui peu à peu va se lier d'amitié avec elle et va lui raconter son histoire et l'histoire de son village, son petit village en Alabama où il ne se passait strictement rien, où il y avait juste un café qui était tenu par une certaine Idji. Et du coup, elle va nous raconter un peu la vie de ce village qui tournait vraiment autour de ce café, de cette famille dont Idji est issue, avec beaucoup d'enfants, certains au destin assez tragique. Et du coup, on va nous présenter toute une communauté de personnages des années 20 aux années 1980, voir comment ils ont évolué, etc. Tout ça va être entrecoupé d'espèces de petites chroniques journalistiques de l'époque. Donc ça va nous mettre un peu dans le bain de cet Alabama en 1920. Et ça va être ce petit côté original aussi, ce petit côté frais, ce côté qui donne du rythme un peu au récit. Alors voilà, je pensais adorer ce livre et quand je l'ai commencé, vraiment j'étais enthousiaste, etc. Je l'ai lu d'ailleurs avec ma copine Chris que j'embrasse fort, qui a beaucoup aimé elle. Mais en fait on te balance toute cette communauté de personnages à la tête et tu dois tout engloutir et moi je suis quelqu'un dans la vie qui est anti-logique. Je n'ai pas du tout l'esprit logique, mon esprit refuse la logique, les maths, tout ce qui est cadré. Donc comment vous dire que moi dans mes lectures j'ai besoin de quelque chose de plus cadré que ma tête, j'ai besoin de quelque chose qui soit au carré et là dans cette lecture ça a été vraiment le vrac j'ai pas vu venir et j'ai pas du tout accroché à ça, à ce côté trop décousu. Il y avait tellement de personnages qu'on savait plus sur lesquels s'appesantir, lesquels apprécier, pas apprécier, on savait plus qui était le secondaire du personnage principal. Voilà, ce livre porte vraiment sur les persos et je peux pas dire que je comprends pas la hype de ce livre, je comprends la hype de ce livre, mais je comprends aussi pourquoi moi je n'ai pas aimé ce livre. C'est parce que quand tu accroches aux personnages, à leur vie, à leur destinée, tu montes dans le train et t'es à fond. Mais quand t'accroches pas aux personnages, que tu n'arrives pas à t'attacher à eux, que tu les trouves chiants, tu restes sur le quai de la gare et tu t'ennuies. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que même si j'ai trouvé certains destins assez touchants, certains personnages qui sont assez mignons, qui sont assez attendrissants, il y a une relation aussi LGBT puisqu'il y a 2 femmes lesbiennes qui tiennent le café, qui sont ensemble, 2 femmes en couple. Mais c'est pas plus approfondi que ça, on dirait parfois qu'on a mis cette relation pour faire un peu moderne et tout. En Alabama, en 1920, je suis pas sûre que ça allait de soi non plus. Donc pourquoi ne pas creuser cette relation? Pourquoi juste nous l'ajouter au visage et ne pas plus, je sais pas. Donc il y a certaines choses qui m'ont dérangée, problème de rythme, problème de personnage. Je comprends la hype, je comprends que ce roman est du succès, mais je suis totalement passée à côté. Le mot qui me vient en tête, c'est décousu. J'ai pas accroché, et puis c'est pas grave, il y a des romans pour tous les goûts, pour tout le monde, et on passe à autre chose. Alors pour continuer dans ce que j'ai moyennement aimé, on va continuer avec un livre audio que j'ai lu en mai aussi, c'est Le Cercle de Bernard Minet, la suite
le deuxième tome de la saga de Martin Servaz, qui est le commandant ou le commissaire, je sais plus. Ça se passe dans la région, enfin vers Toulouse, je crois. Ici, dans ce roman, je crois qu'il y a une professeure, oui, de français, je crois, qui a été assassinée dans une fac. On retrouve vraiment ce petit côté université, secte un peu d'étudiants, voilà, la vérité qui est cachée sous des faux semblants, quel étudiant est au courant, machin. Il y a des espèces de jeux comme ça dans le milieu universitaire, quoi, étudiant. Et ça, j'ai pas mal aimé en fait ce côté retrouver la fac, l'université et tout, c'était sympa. Donc cette prof est assassinée donc à Marsac, donc c'est un petit village à côté de Toulouse, donc il y a aussi cette ambiance village où tout le monde se connaît, etc. En plus, le commandant Servaz a étudié donc à cette université quand il était plus jeune, donc il connaît certains des professeurs, donc voilà, il y a aussi une histoire personnelle qui rentre en jeu. Sa fille elle-même est à cette fac-là, donc elle est un peu touchée par ces meurtres aussi, par ce meurtre-là. Donc voilà, ça commençait plutôt pas mal, mais bon, à vrai dire, je l'ai lu en mai et j'ai déjà presque tout oublié. Par contre, je pense que c'est un livre qui se prête bien à l'audio parce que Bernard Minier, ça se lit, ça s'écoute tout seul, ça coule de source, faut pas trop se concentrer non plus pour l'écouter, ça va tout seul, c'est une enquête super classique en fait. Et du coup, ça s'écoute très très bien et c'est très pratique quand on fait le ménage ou autre. Je pourrais pas dire grand chose de plus, j'ai bien aimé l'ambiance milieu universitaire, étudiant, j'ai bien aimé le déroulement de l'enquête. Je trouve toujours Martin Servaz assez ennuyeux, assez chiant et assez condescendant, voilà. Je suis pas trop attachée à lui, ni à sa fille en fait, ni à l'équipe en général. Voilà, je suis les enquêtes parce que c'est sympa de découvrir voilà, l'identité du meurtrier, le pourquoi du comment et tout, mais voilà, sans plus. La fin, j'ai pas trop compris le délire où nous a emmené Bernard Minier en ce qui concerne le personnage de Martin Servaz. Bon, je vais suivre cette saga parce que j'aime bien continuer les sagas des enquêteurs en question. C'est pas désagréable, c'est sympa. Je pense que je la continuerai en audio. Mais après, pour moi, c'est pas non plus fou. Voilà, comme je vous dis, j'ai déjà oublié le dénouement, le meurtrier. C'est pas dingue. Voilà, c'est quelque chose, c'est une enquête très très classique en France. Donc c'est assez bien quand même. Vers Toulouse et avec des personnages assez, voilà, qui ont leur trauma, qui ont leurs cicatrices et cette petite équipe qui continue au fur et à mesure. Je trouve pas ça passionnant, je trouve pas ça transcendant, mais c'est sûr que ça se laisse écouter, ça se laisse lire. Donc je continuerai, mais pas plus de 1 tous les 2 ans par exemple. Je pense que c'est un bon rythme. Ensuite, je vais vous présenter un petit dernier qui ne m'a pas vraiment convaincue. Et après, je vous promets, on finit le négatif. C'est bon, on passe à du positif pour le dernier roman. Mais là, je vais finir avec le côté un petit peu plus nuancé, on va dire. Avec donc La Moira de Henri Lovenbroek que j'ai lu avec mes copines Claire et Marie. Et c'était une super expérience de le lire ensemble parce que vous le voyez, c'est une sacrée bricasse. Donc c'est un intégral de à peu près 1000 pages. On s'est lu sur tout le mois de mai. Moi je me suis fait clairement avoir en l'achetant par la couverture. Évidemment, voilà, fan de toutes sortes de canidés, notamment renards, loups, chiens, voilà, les principaux. Je ne pouvais que me faire avoir. Je dois quand même vous dire que ce livre est classé en littérature adulte, fantasy adulte, en tout cas à Cultura. Et pour moi, c'est clairement de la fantasy young adulte, rien que de par l'âge du personnage principal, qui a 13 ans. Voilà, quand on fait une fantasy autour d'une jeune fille de 13 ans, qui commence le roman par découvrir qu'elle a ses règles, qu'elle grandit, qu'elle doit mûrir, qu'elle a un espèce de gros fardeau sur ses épaules, forcément tu t'adresses peut-être un peu plus à un public un peu plus jeune adulte ou du moins adolescent, voilà, adolescent, jeune adulte. Donc pour moi c'est clairement, on est dans tous les codes de la young adulte, donc voilà, je préfère prévenir si vous avez projeté de l'acheter et que vous ne voulez pas lire de young adulte, voilà. Je dirais pas que c'est jeunesse non plus parce qu'il y a quand même des choses, je dirais pas dark, sanglantes, mais bon, il y a des guerres qui découpent un petit peu des membres, on va dire, donc je dirais pas jeunesse non plus. Alors tout simplement ici on va être dans vraiment les codes de la fantasy, tout ce qui est le plus classique. Nous sommes donc avec Aléa, comme je le disais, qui a 13 ans, qui est une jeune femme en devenir. Donc elle a toujours été un petit peu SDF, voilà, orpheline, donc vraiment un peu tous les clichés de l'élu, voilà, vous voyez.
Du jour au lendemain, bon, je vous dis pas par quelles circonstances elle va se retrouver avec une bague qui renferme un immense pouvoir et du coup elle va être un peu le Frodon Sake de cette histoire, hein. Elle va avoir une mission spéciale. Elle va s'entourer petit à petit d'une communauté pour porter à bien cette mission, pour mener à bien cette mission. Voilà, en fait, vous voyez dans mon résumé que ça ressemble clairement au Seigneur des Anneaux, mais avec les copines, c'est l'impression qu'on a eu tout le long, c'est que parfois l'hommage à Tolkien devient plus qu'un hommage, mais parfois ressemble à du copier. Voilà, c'est ça qui nous a un peu dérangé, c'est que, je dirais pas le plagiat, c'est un gros mot, mais l'inspiration, voilà, et parfois picore un petit peu de ça, de là, dans le Seigneur des Anneaux, et ça devient peut-être un petit peu prévisible par moment. Donc ça nous a déjà dérangé. Donc évidemment c'est une grande épopée parce qu'il y a 1000 pages. On va visiter plusieurs lieux. Il y a une carte au début. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. C'était assez sympa de faire un monde. Voilà, la Gaïlia. Donc qui est clairement inspirée de la Gaule. Enfin pas en termes de forme, hein, mais en termes de nom. Avec plusieurs comtés qui sont du coup inspirés de notre monde à nous, hein. On reconnaît clairement par exemple la Bisagne, qui a des villes à consonance un peu italienne, ou voilà, des choses qui sont vraiment inspirées de chez nous. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on place des religions, et dans ces religions il y a une espèce de religion qui est plus druidique et une autre qui est clairement le christianisme. Donc j'ai bien aimé que l'auteur implante ces deux religions qui existent dans notre monde, ou du moins existaient pour le druidisme, et qu'il en fasse quelque chose de très fantasy, parce que c'est totalement médiéval, c'est totalement, enfin pas médiéval, mais c'est totalement, ça se prête bien à ce monde-là. Et ouais, c'était super pertinent. Voilà, tout ce qui est géopolitique, complot, jeu de pouvoir, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce qui m'a permis d'aller au bout en fait. Je ne garde pas un très bon souvenir honnêtement de ce livre, avec Aléa qui est donc l'adolescente dans toute sa splendeur, qui est chiante, qui t'envoie bouler, qui fait la gamine et 2 minutes après elle fait l'adulte responsable qui a 55 ans. Je trouvais trop lunatique, trop changeante, mais en même temps bon c'est l'adolescence, hein, mais qui prend confiance d'un seul coup, qui commande d'un seul coup, qui est l'élu voilà, qui a un pouvoir immense qu'elle contrôle en un claquement de doigts. Alors qu'il y a 2 jours, elle était en train de chouiner que rien n'allait bien dans sa vie, qu'elle n'était pas prête, et d'un coup elle prend confiance. Il n'y a plus aucun obstacle en fait dans ce livre. Elle n'a pas d'obstacle réel. Même le grand méchant, pour moi, c'est pas vraiment un obstacle. Tout est trop facile pour elle, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à son épopée, parce qu'on sait qu'elle va l'obtenir, qu'elle va avoir ce qu'elle désire, ce qu'elle va mener à bien sa mission en un claquement de doigts, et ça perd toute son importance, ça perd tout son intérêt. Sa communauté, certains sont neuneux au possible. Les personnages des femmes sont pas très bien exploités. Les personnages, voilà, n'ont pas la force, n'ont pas une force vraiment, ils ne sont pas vraiment creusés. On n'a pas envie de les suivre en fait. On n'a pas envie de les suivre, on s'intéresse pas trop à leur destin. Ils rentrent chacun dans une caricature, un cliché. Aléa, voilà, l'orpheline élue qui a un pouvoir immense et qui devient autoritaire et qui commande des armées et machin et des trucs. On a le nain qui est le fidèle ami qui reste dans son espèce de truc de faire des blagues tout le temps et d'être le bon vieux compère. On a l'amoureux, le chevalier servant qui est l'amoureux transi. Bon, voilà, enfin je veux dire, je pense que ce livre, je crois qu'il a plus de 15 ans. Je crois qu'il a 15 ans. Donc je vois les vieilles ficelles, je vois qu'il n'est pas tout récent. Et voilà, je veux dire, en 2006, je pense que ça passait encore, que c'était encore frais, que c'était la bonne fantaisie. Mais là, on en a tellement vu, revu, je pense que je l'ai lu trop tard. À l'époque, je pense qu'à mes 15-16 ans, j'aurais adoré ce livre, comme j'ai adoré par exemple Les Chevaliers d'Émeraude, qui se ressemblent un petit peu dans le terme de fantaisie un peu classique, épopée, communauté et tout ça, avec le grand méchant à abattre et tout. Mais là, pour moi, ça m'a conforté de côté, ça m'a relancé dans la fantaisie parce que j'en avais plus lu, et c'est quand même bien que j'ai lu ce livre parce que ça m'a fait me rendre compte que j'ai pas envie d'abandonner ce genre quand même. J'ai pas envie d'abandonner la fantaisie, que j'avais vraiment clairement laissé de côté, mais j'ai envie d'abandonner le young adulte. Ça m'est assez personnel, c'est pas une critique.
les codes du young adulte, etc. ne me plaisent plus du tout, je lève les yeux au ciel sans cesse, ça va pas. Donc voilà, oui, je veux de la fantasy, mais je veux de la bonne fantasy qui est plus moderne, avec des idées plus poussées, peut-être plus engagées, avec des personnages plus épais, plus psychologiquement creusés, et un peu plus féministe aussi, j'avoue, et quelque chose de plus original, quelque chose de moins classique, de moins proche du Seigneur des Anneaux aussi, parce que le Seigneur des Anneaux reste le Seigneur des Anneaux et ça reste unique. Et oui, j'ai envie de me plonger dans de la fantasy adulte comme l'Assassin Royal qui reste très classique. J'ai envie de voilà, dévorer les classiques, mais j'ai aussi envie de changer d'air, de voir quelque chose de plus original, de plus frais. Je l'ai fini dans la douleur et je suis contente de l'avoir fini. Je l'ai gardé pour la belle couverture, mais je pense que je vais bientôt m'en débarrasser parce que je ne garde pas les livres normalement que j'ai lus, à part c'est des coups de cœur, et là c'est une déception. Voilà, je suis contente de l'avoir sorti, c'est une belle brique et je pense que voilà, avec les filles on a eu un peu le même avis, tout ça pour ça, 1000 pages pour ça, mais on est quand même content de l'avoir sorti, on ne regrette pas la lecture. Vous pouvez enfin souffler, on passe à du positif, donc avec 1793 de Niklas Nat Hofstad. Alors je l'avais en double, je l'ai fait gagner en concours. Là c'est les éditions Pocket qui m'ont fait confiance et me l'ont envoyé, donc je les remercie et ça a été une très bonne surprise. Alors de quoi ça parle? Donc comme son nom l'indique, donc nous sommes en 1793 à Stockholm. Nous allons retrouver un cadavre dans un espèce d'étang un peu puant où il y a toutes les déjections, les ordures, pardon si vous mangez. Et du coup on va suivre nos deux personnages principaux, donc Cardell qui est un ancien, un vétéran de l'armée qui est mutilé, voilà, qui a perdu son bras, qui a une espèce de bras en bois de substitution, on va dire. Je sais pas trop comment c'est fait, mais ça avait l'air assez je sais pas, assez moderne, assez sympa, enfin sympa, c'est un bien grand mot, mais voilà, il s'en servait bien quoi. Il pouvait plier les doigts, etc. Et nous allons suivre aussi Winge qui est, alors je sais plus exactement ce qu'il était. Oui, voilà, c'est un juriste, mais bon, il a la particularité, si on peut dire, la maladie, la phtisie, en fait, c'est une sorte de tuberculose plutôt. Et bon, ses jours sont clairement comptés, quoi. Et ces deux personnages un peu improbables hein, vont justement se lier pour résoudre l'enquête. Donc c'est pas du tout, comment dire, ça manque pas de crédibilité parce que leur manière de s'associer est tout à fait naturelle et c'est ça que j'ai aimé aussi. Ce roman va clairement reposer sur l'ambiance, c'est-à-dire Stockholm, avec un roi qui a très très peur de l'influence de la Révolution française sur la Suède, parce qu'il y a quand même encore la monarchie, etc., et qu'il a un peu peur pour son royaume, enfin de se faire éjecter surtout. Cardell et Winge ont un passé tellement compliqués, ils ont tous encore une fois leur trauma, ils ont vécu des choses horribles, l'un à cause de la maladie, l'autre à cause de la guerre et du fait qu'il soit mutilé, il a dû réapprendre à vivre sans son bras, et c'est assez compliqué, ils sont quand même assez traumatisés on va dire, et les deux ont une espèce d'amitié assez touchante, j'ai beaucoup aimé leur relation. Et on va pas du tout oublier cette enquête là, ce cadavre qui est retrouvé mutilé d'une atroce manière, tué d'une atroce manière. Et voilà, en fait, on va vivre un peu dans le Stockholm de l'année 1793. Le véritable point fort de cette histoire, c'est l'ambiance qui est, voilà, comme on le dit, très poisseuse. Ça, on le répète tout le temps, mais c'est vrai, qui est très poisseuse, très sanglante, très sale. Ça, on dit que ça pue partout, il y a des déjections à tous les coins de rue, les gens sont mutilés parfois à cause de la guerre d'une atroce manière. Il y a des gens voilà, qui sentent mauvais, qui se lavent pas, il y a des rues malfamées, il y a des bars où tout le monde se met sur la gueule, tout le monde s'envoie péter, il y a des dents qui volent. C'est vraiment, voilà, on est transporté dans un autre monde en fait. Les visiteurs à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Et tout ça, voilà, cette enquête va se dérouler avec les moyens du bord. Qui dit 1793, évidemment aucune technologie, donc juste la cervelle hein, pour avancer. Les relations aussi du juriste. Bon, c'est assez compliqué, on met les vies perso de nos protagonistes et l'enquête. Avec aussi un contexte politique et social qui est mis en place, qui est peut-être un petit peu pour certains le côté barbant, mais qui je pense est nécessaire. C'est pas non plus un exposé, hein, c'est juste pour te poser les bases quoi. Et voilà, moi ce qui m'a semblé un petit peu laborieux, c'est que la carte au début est pas très très nette. Et voyez, et du coup, bon, pour le nom, il y a beaucoup le nom des rues, des quartiers, des trucs, parce que Stockholm est divisé en plusieurs quartiers.
en fonction de ta condition sociale forcément. Et pour se repérer là-dedans, moi je suis pas du tout sans orientation, donc c'était assez laborieux. Donc ça c'était un peu le point noir. L'autre point noir, c'est que c'est une espèce d'inégalité de rythme parce qu'il y a plusieurs parties. Je crois qu'il y en a 4 et par exemple, je crois que la troisième partie m'a totalement ennuyée. En fait, d'une partie à l'autre, parfois on saute d'un personnage à un autre qu'on n'a jamais rencontré et c'est hyper déstabilisant parce que tu as envie de continuer l'histoire que tu avais commencé, quoi. Et ça, c'était un peu déstabilisant et certains personnages pour moi étaient moins intéressants que d'autres. Donc, bon, ça dépendait en fait des moments, ça dépendait des parties. Mais dans l'ensemble, malgré cette inégalité de rythme, malgré le fait que parfois, j'avoue, je me suis un peu ennuyée pour certaines parties, je pense que, à ce que m'a dit Lisa, la spécialiste de 1793 et des romans historiques en général, en fait, elle a lu le 1793 et elle m'a dit qu'en fait, il posait un peu les jalons pour la suite. Et qu'à son avis, il allait avoir en 1795. Donc en fait, que tout ce qui nous semblait peut-être un peu improbable ou un petit peu inutile dans ce roman, ça allait servir pour le suivant. Donc ça, bon, ok, je veux bien le croire, même si c'est pas précisé nulle part, qu'on peut pas le savoir à la première lecture, je l'accepte. Voilà, je le prends mieux, du coup je le digère mieux. Mais en tout cas, c'est une super enquête qui est originale, un roman historique vraiment qui sort des clous, qui est très bon, du très bon cru. Bon, il faut aimer le glauque, le sanglant, le dégueulasse, vraiment dégueulasse quoi. Ça met les frissons, etc. Tu es vraiment dans l'essence en fait, dans la puanteur, voilà, dans l'odorat, le toucher, la vue. C'est incroyable en fait ce que comment l'auteur a réussi à nous immerger totalement dans ce Stockholm de 1793 et je le verrai tellement adapté en série. Vraiment. Genre c'est une écriture très visuelle, cinématographique. Mais en tout cas c'est une très bonne lecture que je vais garder, que je peux pas conseiller à tout le monde parce qu'il faut aimer quand même ce côté historique, ce côté historique et en même temps un peu glauque, très noir. Donc voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde non plus parce que c'est très dense aussi. Hein. Il y a beaucoup de noms de personnages secondaires, les quartiers, voilà, le contexte un peu social. Il faut adhérer. Il faut adhérer à ce Stockholm de 1793 et après ça roule tout seul. Donc franchement, une très bonne lecture et évidemment que je lirai la suite avec très grand plaisir. Écoutez, ça en est tout pour ce petit point lecture. J'espère que le suivant sera mieux en termes de qualité. Enfin, je dis pas que c'était nul, mais pour moi en tout cas ça m'a pas vraiment plu. Voilà, 3 romans sur 4 m'ont un peu déçu, voire beaucoup. On verra bien. Bon voilà, j'espère quand même que vous profitez de cet été qui a l'air un peu pourri vu le temps, que vous profitez de vos lectures et je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.